C'était le dernier jour d'école avant les vacances d'été, lorsque les sirènes ont rompu la routine matinale. 3 voitures de police se sont garées sur le parking du lycée Westvale, et les élèves se sont pressés aux fenêtres du couloir, téléphones à la main, pour filmer ce qu'ils pensaient être un exercice. Mais ce n'était pas un exercice. 4 enseignants ont été escortés, menottés, le visage pâle, le regard fuyant, le silence plus assourdissant que des cris. Personne ne savait ce qui se passait. Il n'y avait eu aucun avertissement, aucun scandale, aucun murmure inquiétant. Une seule chose ressortait. Alina Carter, silencieuse, calme, debout au bout du couloir, les bras croisés, observant le chaos qui se déroulait devant elle. Elle ne clignait pas des yeux, elle ne bronchait pas, elle restait là, immobile, comme si tout se déroulait exactement comme prévu. Et c'était le cas. Ce que personne ne savait, c'est que tout avait commencé des mois plus tôt, avec un dossier papier laissé par erreur et une vérité qu'Alina n'était pas censée découvrir. Un diagnostic caché toute sa vie, un secret gardé par le silence. Et 4 adultes qui avaient franchi la ligne, pensant que personne ne riposterait jamais. Ils avaient tort. Ce qu'Alina savait pouvait détruire des carrières, des familles, des vies. Et qu'a-t-elle fait? Cela n'a pas seulement secoué une école, cela a déclenché une guerre. Avant de vous plonger dans cette affaire choquante, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ici, vous faites partie d'une communauté qui n'accepte pas le silence. Chaque semaine, des histoires vraies et des révélations exclusives que personne d'autre n'a le courage de raconter. Ne manquez pas ça. Alina Carter était le genre de fille qui pouvait se faufiler dans une foule sans jamais se faire remarquer. Âgée de 17 ans, douce et toujours ponctuelle, elle était l'élève préférée des professeurs, car elle ne causait jamais de problème, et celle dont ses camarades de classe se souvenaient à peine en feuilletant les albums de fin d'année. Elle portait des sweats à capuche même en été, gardait ses écouteurs même lorsqu'elle n'écoutait pas de musique et ne participait jamais aux commérages qui circulaient au lycée Westvale comme de l'électricité statique. Elle vivait avec sa grand-mère, Evelyn, dans une modeste maison de 2 chambres à quelques pâtés de maison de l'école. Ses parents étaient morts quand elle était bébé, du moins, c'est ce qu'on lui avait dit. Evelyn était stricte, organisée à l'excès et très secrète. Les conversations sur le passé étaient interdites, et les questions sur ses parents étaient accueillies par des regards noirs et des règles encore plus strictes. Alina suivait les routines qui lui étaient imposées avec la discipline de quelqu'un qui n'avait jamais connu autre chose. Elle prenait ses vitamines tous les matins. 2 comprimés blancs provenant d'un flacon orange dont l'étiquette avait été grattée. Evelyn disait qu'il servait à renforcer son système immunitaire. C'était tout ce qu'Alina avait besoin de savoir. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Elle passait son temps libre à dessiner dans les marges de ses cahiers, remplissant ses journaux intimes d'histoires et de croquis. Elle avait une imagination débordante et une force tranquille. Mais il y avait autre chose, le sentiment persistant qu'elle était différente, en décalage avec le monde qui l'entourait, comme si elle jouait un rôle écrit par quelqu'un d'autre. À l'école, Alina remarquait des choses. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle observait. Elle voyait que l'entraîneur Miller s'attardait trop longtemps lorsqu'il donnait ses commentaires aux filles de l'équipe d'athlétisme. Elle trouvait que les compliments de M. Benson à certains élèves étaient un peu trop personnels. Elle remarquait que Mme Harrington invitait certains élèves à des répétitions privées et verrouillait la porte derrière eux. Personne ne semblait s'en inquiéter. Personne ne voulait s'en inquiéter. Mais Alina notait tout. Elle gardait un petit carnet noir caché sous son matelas, rempli de noms, d'heures et de schémas. Ce qui avait commencé comme une observation passive est lentement devenu autre chose. Des preuves. Puis, un après-midi pluvieux, tout a basculé. Evelyn a laissé un dossier en carton sur la table de la cuisine et est sortie pour prendre un appel téléphonique. Alina n'était pas en train de fouiner. Elle n'était même pas curieuse. Jusqu'à ce qu'elle voie son nom écrit sur la couverture. À l'intérieur, des résultats d'analyse, des antécédents médicaux, un diagnostic, séropositive, depuis sa naissance, les pilules,
les règles, le silence, tout s'expliquait d'un seul coup. Sa vie n'était qu'un scénario écrit de mensonges. Et soudain, le masque qu'elle portait chaque jour ne lui allait plus. La rage prit sa place, silencieuse, calculée et brûlante. Elle ne voulait pas de pitié, elle ne voulait pas de compassion, elle voulait le contrôle. Et plus elle observait ses professeurs, leurs sourires, leurs secrets, leur pouvoir incontrôlé, plus elle se rendait compte qu'ils n'étaient pas différents de ceux qui lui avaient menti. Peut-être même pire. Et peut-être, juste peut-être, méritait-il d'être démasqué. Avant que tout ne s'effondre, Alina Carter ne voulait que ce que la plupart des jeunes de 17 ans veulent. Une vie normale, une vie tranquille, des réponses aux questions que personne n'osait poser, et par-dessus tout, la vérité. Elle ne demandait pas de miracle, elle n'était même pas en colère, pas encore. Mais il y avait toujours une ombre dans sa poitrine, un sentiment diffus que quelque chose dans sa vie ne collait pas. Elle avait grandi en entendant des demi-histoires sur ses parents. Sa grand-mère, Evelyn, était passée maître dans l'art du vague. « Ils sont morts dans un accident de voiture », disait-elle. « Tu n'étais qu'un bébé. Tu ne t'en souviens pas. » Mais Alina se souvenait d'autres choses. Les coups de téléphone discrets, les visites soudaines chez le médecin, les infirmières qui chuchotaient et la regardaient toujours 2 fois. Elle se souvenait de la façon dont Evelyn sursautait chaque fois qu'Alina lui posait des questions sur son passé ou lui demandait pourquoi elle devait faire si attention aux coupures et aux égratignures. Mais la seule chose qu'Alina ne pouvait oublier, c'était les pilules. Chaque jour, sans faute, Evelyn plaçait 2 petits comprimés à côté de son bol de céréales. « Pour ta santé », insistait-elle, « n'oublie jamais d'en prendre. » C'était devenu un rituel. Personne ne lui expliquait à quoi il servait, et Alina avait appris à ne pas poser de questions. Mais elle se posait tout de même des questions. Une nuit, tard, le cœur battant, elle avait cherché la forme des pilules sur Google. Mais les résultats étaient trop vagues pour confirmer quoi que ce soit. Elle voulait croire qu'Evelyn la protégeait, que peut-être, juste peut-être, ce secret avait un sens. Elle a donc enfoui ses questions au fond d'elle-même. Elle s'est concentrée sur son art, sur l'école, sur le fait d'être suffisamment invisible pour ne pas avoir d'ennui. Ses notes étaient presque parfaites. Ses professeurs louaient sa concentration et sa discipline, sans jamais se rendre compte que celle-ci provenait d'un désespoir silencieux. Plus elle respectait les règles, plus elle espérait que les pièces du puzzle s'assembleraient. Mais quelque chose en elle aspirait à des réponses. Elle regardait les autres élèves se plaindre de leurs parents, de leur couvre-feu et des restrictions sur leur téléphone, et tout ce qu'elle pouvait penser, c'était qu'au moins, eux, ils connaissaient la vérité. Au moins, ils savaient qui ils étaient. Alina vivait dans une maison où le passé était enfermé dans un tiroir, et chaque fois qu'elle cherchait la clé, celle-ci disparaissait. Puis vint le dossier. Cet instant précis où elle avait vu son nom sur un dossier médical laissé par erreur avait tout brisé. Ce n'était pas seulement le diagnostic, ce n'était pas seulement le mot VIH écrit en gras. C'était la prise de conscience que tous ceux qui prétendaient l'aimer lui avaient menti. Toute sa vie, il lui avait fait croire qu'elle était fragile, sans jamais lui dire pourquoi. Il lui avait prêché la protection, mais ne lui avait jamais donné la dignité de comprendre. Evelyn avait si bien caché la vérité qu'Alina avait passé des années à croire que ces différences étaient imaginaires. Maintenant, elle les voyait pour ce qu'elles étaient, des symptômes de contrôle. La trahison lui faisait plus mal que le diagnostic. Elle n'a pas pleuré. Pas au début, elle a fixé les papiers pendant des heures, elle a mémorisé les termes médicaux, les dates, l'histoire cachée de son propre corps. Cette nuit-là, elle n'a pas pris ses médicaments. Elle les a laissés sur le comptoir et a attendu de voir si Evelyn le remarquerait. Elle l'a remarqué, mais elle n'a rien dit. Elle les a simplement replacés à côté de son petit déjeuner le lendemain matin, comme si de rien n'était. Ce silence était la confirmation définitive. Alina a commencé à se replier sur elle-même, non pas à l'école, mais sur la version d'elle-même qu'elle avait été contrainte de vivre. Elle a prêté davantage attention aux personnes qui l'entouraient, en particulier aux adultes qui détenaient le pouvoir. Elle a remarqué à quel point ils franchissaient facilement les limites, comment personne ne leur demandait jamais de rendre des comptes.
Les regards de M. Benson, les élèves préférés de Mme Harrington, les blagues du coach Miller qui n'étaient pas vraiment des blagues. Elle a compris. Personne ne se souciait des règles, sauf si quelqu'un les enfreignait publiquement. Tout le reste n'était que ombres et murmures balayés sous le tapis. Elle se mit donc à réfléchir. Si les gens pouvaient cacher qui ils étaient vraiment, pourquoi pas elle? Le plus grand désir d'Alina n'était plus de s'intégrer ou de connaître son passé. Cela, c'était du passé. Ce qu'elle voulait maintenant, c'était le contrôle, le pouvoir. Avoir son mot à dire sur ce qui allait se passer. Parce que si tout le monde avait construit sa vie sur des mensonges, peut-être pouvait-elle construire quelque chose de nouveau à partir de la vérité, sa vérité. Et si ces mêmes professeurs qui étaient censés protéger les élèves abusaient de leur position, peut-être méritait-il de savoir ce que c'était que de vivre avec un secret, d'avoir peur d'être découvert, de remettre en question chacun de ses gestes, de perdre la sécurité qu'il considérait comme acquise. Alina ne voulait pas se venger, du moins pas au début. Elle voulait simplement cesser de se sentir victime d'une histoire qu'elle n'avait pas écrite. Elle voulait tourner la page elle-même, tenir le stylo, devenir celle qui observe au lieu d'être observée. Et lentement, silencieusement, elle commença à élaborer un plan. Alina Carter n'était pas impulsive. Elle pesait chaque pensée, mesurait chaque geste. Alors, lorsque les premiers signes de danger sont apparus, elle n'a pas paniqué, elle a observé, elle a regardé les gens autour d'elle changer. La façon dont les professeurs fermaient les portes un peu trop vite, dont les regards s'attardaient un peu trop longtemps, dont les limites s'estompaient juste assez pour la mettre mal à l'aise. Ce n'étaient pas des moments isolés, c'étaient des schémas. Et Alina savait lire les schémas. Le coach Darren Miller fut le premier qu'elle commença à surveiller sérieusement. Il dirigeait l'équipe d'athlétisme féminine avec charme et assurance, toujours souriant, toujours plaisantant, toujours l'un des profs cool. Mais Alina remarqua la façon dont il touchait les élèves pendant les exercices, mains posées sur le bas du dos, légères caresses sur les épaules, commentaires qui faisaient rire nerveusement les plus jeunes filles. Personne ne s'en étonnait. « C'est juste le coach Miller », disait-il. Puis il y avait M. Craig Benson, le professeur de mathématiques. La quarantaine, toujours en cravate, il complimentait toujours ses élèves pour leur maturité. Il appelait souvent Alina au tableau, même lorsqu'elle ne levait pas la main. Un après-midi, alors qu'elle était restée après les cours pour lui poser une question sur un devoir, il a fermé la porte et a tiré une chaise à côté d'elle. Trop près, trop familier. Madame Julia Harrington, la prof de théâtre, était différente. Froide, calculatrice. Elle n'élevait jamais la voix, ne souriait jamais trop. Elle choisissait ses élèves préférés et les faisait se sentir spéciaux en les invitant à répéter après les cours. La porte de la classe était toujours fermée à clé derrière eux. Alina n'y est jamais allée, elle n'en avait pas besoin. Mais elle entendait les histoires. Certains n'y prêtaient pas attention. D'autres, surtout les filles plus jeunes, l'évitaient complètement. Le pire, ce n'était pas ce qu'ils faisaient. C'était le fait que personne ne semblait s'en soucier. Les élèves chuchotaient, mais ne dénonçaient jamais rien. Les enseignants remarquaient, mais détournaient le regard. L'administration, dirigée par le principal Robert Dawson, avait la réputation de régler les problèmes en douceur. Alina comprenait ce que cela signifiait. Elle avait passé toute sa vie à être traitée en douceur. Elle décida donc de se lancer, de se rendre visible, mais de la bonne manière. Elle s'est inscrite aux entraînements du coach Miller, même si elle détestait le sport. Elle restait après les cours de maths avec M. Benson pour lui poser des questions dont elle connaissait déjà les réponses. Elle a commencé à rester tard dans l'auditorium pour dessiner pendant que Mme Harrington donnait ses commentaires aux élèves de théâtre. Non pas parce qu'elle voulait faire partie de leur monde, mais parce qu'elle avait besoin de le comprendre. Elle avait besoin de voir où se trouvaient les failles. Plus elle observait, plus cela devenait clair. Ces adultes prospéraient grâce à des limites floues. Ils dépendaient du silence, de la honte, et cela les rendait vulnérables. Alina a commencé à tout documenter. Pas seulement dans son journal, mais aussi sous forme numérique. Dossiers cachés, mémos vocaux,
capture d'écran de messages textes échangés en classe. Elle jouait le rôle de l'élève timide et curieuse, celle qui était reconnaissante, celle qui ne savait pas mieux. Ils l'ont sous-estimée. Mais alors même que son plan se précisait, quelque chose d'autre a commencé à faire surface. La peur. Pas celle d'être prise, pas celle d'être punie, mais celle de franchir une ligne qu'il serait impossible de repasser. Que signifierait devenir quelqu'un qui utilise ses connaissances comme une arme? Alina se justifiait. Ce n'étaient pas des gens innocents. Ils avaient abusé de leur position. Peut-être pas d'elle, mais d'autres. D'élèves trop effrayés pour parler. Si personne d'autre ne leur demandait des comptes, elle le ferait. Elle n'allait pas leur faire de mal physiquement. Mais émotionnellement, psychologiquement, elle leur ferait ressentir ce qu'elle avait ressenti toute sa vie. Impuissance, incertitude, peur. Pourtant, le doute s'insinuait en elle tard dans la nuit. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond en se demandant ce qu'auraient pensé ses parents. Ce que dirait Evelyne si elle savait, puis elle se souvenait du dossier. Des mensonges. Des années passées à croire qu'elle était simplement fragile, et tous ses doutes se transformaient en détermination. Elle ne pouvait pas effacer son passé, mais peut-être, juste peut-être, pouvait-elle façonner l'avenir de quelqu'un d'autre. Elle a donc tout planifié. Un par un, elle les laisserait croire qu'ils avaient un pouvoir sur elle. Puis, elle le leur reprendrait. Le premier message qu'elle a envoyé était anonyme. Une note vague glissée dans la boîte aux lettres du bureau du coach Miller. « Vous devriez faire plus attention. On vous surveille. » Ce n'était pas une menace, c'était un test. Il ne l'a pas signalé. Il est devenu plus silencieux. Et Alina savait que cela allait fonctionner. Chaque cible nécessiterait une stratégie différente, mais l'objectif était toujours le même, les dénoncer. Pas par le scandale, par les conséquences, par la pression, par la peur. Les obstacles n'étaient pas seulement les personnes, c'était le silence qui les protégeait. C'était la culture qui leur pardonnait. C'était la peur qui maintenait tout le monde dans l'immobilité. Mais Alina n'avait plus peur. Alina Carter n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre. Elle n'avait pas besoin de violence pour détruire quelqu'un. Elle comprenait que la peur, la vraie peur, venait du silence, du doute, de l'espace entre ce que quelqu'un sait et ce qu'il pense que quelqu'un d'autre sait. Cet espace, cette tension, c'était là que résidait son pouvoir. Et cela a commencé avec M. Benson. Elle l'avait choisi non pas parce qu'il était le pire, mais parce qu'il était prévisible, routinier, imbu de lui-même, vulnérable. Il se vantait d'être un mentor, un modèle pour ses élèves. Son ego était une porte ouverte. Tout a commencé par une question après le cours. « J'ai du mal avec certaines formules trigonométriques », a dit Alina en serrant son cahier. Son ton était hésitant. Ses yeux, soigneusement entraînés, semblaient confus, vulnérables. Il a souri. « Bien sûr, Alina. Tu peux toujours rester après. » Elle l'a fait. 3 fois cette semaine-là. À chaque fois, elle s'asseyait un peu plus près. Elle se maquillait juste ce qu'il fallait. Elle souriait à ses blagues sèches. Et elle prenait des notes, pas sur les maths, mais sur son langage corporel. Après la 2e séance, il a baissé la voix. Il a ri trop longtemps. Il a laissé la porte se fermer complètement. Le vendredi, elle a laissé un petit mot dans son tiroir. Sans nom. Juste une phrase. C'est comme ça que ça commence, n'est-ce pas? Il l'a trouvée le lundi matin. Et la façon dont il la regardait en classe, les yeux oscillants entre la peur et la confusion, lui indiquait que ça avait marché. Le coach Miller fut le suivant. Alina avait commencé à participer aux courses matinales. Elle n'était pas rapide, mais elle jouait le rôle de l'élève enthousiaste qui voulait s'améliorer. Il était flatté, il l'encourageait. Il lui disait qu'elle avait un talent naturel. Un matin, elle trébucha pendant l'échauffement, exprès, et il l'aida à se relever. Sa main s'attarda sur sa taille. Cet après-midi-là, il reçut un email. Sans objet, sans signature, juste une phrase. C'est la première fois. Il devint nerveux, irritable. Lors de l'entraînement suivant, il ne s'approcha pas d'elle. Il lui adressa à peine la parole. Elle souriait en courant en silence. Madame Harrington était plus difficile à cerner.
Elle ne faisait pas facilement confiance et cachait ses émotions derrière un masque professionnel. Mais même, elle avait une faiblesse, l'attention. Alina a commencé à se rendre dans la salle de théâtre pendant les heures libres. Dessinant au fond de la salle pendant que les autres répétaient, elle a commencé à poser des questions sur le travail scénique, complimentant le style de mise en scène de Madame Harrington. Au bout de quelques semaines, Madame Harrington l'a invitée à l'aider à réviser des monologues. Alina a accepté. Au cours d'une de ces séances, elle laissa derrière elle un script avec une note manuscrite qui disait « Vous les voyez, n'est-ce pas? Ceux qui ne disent jamais non. » Ce n'était pas direct, mais ce n'était pas nécessaire. Le lendemain, Madame Harrington annula les répétitions. Pour la première fois de l'année, Alina ne se sentait pas puissante, pas comme elle l'avait imaginé. Elle avait froid, elle se sentait contrôlée, détachée, mais ça marchait. Chaque cible commençait à s'effondrer, non pas à cause de l'exposition publique, mais à cause de la peur qui les rongeait en privé. Et c'était le but. Le directeur Dawson était la dernière pièce du puzzle. Il ne touchait pas les élèves, il ne faisait pas de blagues déplacées, mais il savait, il devait savoir. Son travail consistait à superviser. Et pourtant, il ne se demandait jamais pourquoi certains enseignants avaient des réunions à huis clos, pourquoi des élèves étaient soudainement retirés ou transférés. Son silence le rendait complice. Alina a donc décidé de se rendre visible. Elle a commencé à enfreindre de petites règles. Elle arrivait en retard. Elle séchait les cours. Elle utilisait son téléphone pendant les cours. Chaque infraction lui valait une visite dans le bureau de Dawson. À chaque fois, elle jouait un rôle différent. Elle s'excusait, se défendait, semblait distraite. Elle observait ses réactions. Elle évaluait ses réactions. Lors de sa 4e visite, elle remarqua quelque chose, son hésitation. Lorsqu'elle mentionna le coach Miller, la lueur dans ses yeux lorsqu'elle dit « Je ne me sens pas en sécurité parfois ». Il ne lui a pas demandé pourquoi. Il a simplement changé de sujet. C'était tout ce dont elle avait besoin. Une semaine plus tard, elle a glissé une clé USB dans une enveloppe sur son bureau. À l'intérieur se trouvaient des extraits vidéo montés, rien d'explicite, mais suffisamment pour créer un contexte. Sa voix posait des questions suggestives. Leurs réponses avaient été montées pour paraître suggestives. Ce n'était pas illégal, mais ce n'était pas innocent. Pas de mots, pas de noms, juste des preuves. Il n'en a jamais parlé, mais en quelques jours, tout a commencé à s'effondrer. Monsieur Benson bégayait pendant ses cours, les mains tremblantes lorsqu'il distribuait les tests. Le coach Miller a démissionné de ses fonctions, invoquant des problèmes de santé. Madame Harrington a pris un congé soudain. Dawson a cessé d'organiser des assemblées. Les rumeurs se sont répandues. Les élèves posaient des questions. Les enseignants évitaient de répondre. Et pendant tout ce temps, Alina est restée silencieuse. Elle ne voulait pas être reconnue. Elle n'en avait pas besoin. Il ne s'agissait pas de gloire. Il s'agissait de contrôle, d'équilibre. Pour une fois, elle détenait la vérité et c'était eux qui vivaient dans l'ombre. Mais cela avait un prix. La frontière entre justice et manipulation était devenue floue. La jeune fille, qui voulait autrefois comprendre son passé, était devenue l'architecte de la chute de quelqu'un d'autre. Elle ne les avait pas touchés, mais elle les avait brisés, morceau par morceau. Et au fond d'elle-même, elle savait que quelque chose allait arriver. Elle le sentait. Le jeu n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Les retombées furent lentes. Pas explosives, pas bruyantes, mais insidieuses, suffocantes, comme de la fumée dans une pièce fermée, se propageant sans source apparente. Au début, ce ne fut qu'un changement de ton. Les couloirs qui résonnaient autrefois de rire devinrent plus calmes. Les professeurs, autrefois si audacieux en classe, évitaient désormais le regard de leurs élèves, et Alina Carter, la fille tranquille que personne ne remarquait, commença à se sentir comme l'œil d'une tempête que personne ne voyait venir. M. Benson fut le premier à craquer. Son apparence soignée, ses chemises repassées et ses chaussures cirées fit place à des cheveux ébouriffés et un col taché de sueur. Il bredouillait ses cours, oubliait les devoirs et quitta même une fois la classe sans explication.
Les élèves chuchotaient. Certains riaient, d'autres semblaient mal à l'aise. L'aura de respect qu'il avait soigneusement cultivée pendant plus de 10 ans s'effondra en quelques semaines. Un lundi matin, il ne s'est pas présenté, sans avertissement, sans email. Sa salle de classe est restée sombre pendant le reste du semestre. L'entraîneur Miller a essayé de garder son sang-froid plus longtemps. Il est devenu plus sévère pendant les entraînements, aboyant des ordres avec une dureté qui semblait plus désespérée qu'autoritaire. Il a annulé les événements de l'équipe, s'est éloigné des athlètes féminines et a coupé court aux conversations lorsqu'on lui posait des questions personnelles. Des rumeurs ont commencé à circuler au sujet d'un entraîneur effrayant. Le surnom Strike One le suivait comme un fantôme, chuchoté dans son dos. Sa démission est intervenue sans discours, juste une note imprimée sur le tableau d'affichage à l'extérieur du gymnase. À compter de ce jour, l'entraîneur Miller n'exercera plus ses fonctions. Nous le remercions pour ses services. Madame Harrington a disparu sans aucune explication. Un jour, elle donnait des répliques dans l'auditorium, répétant la pièce de théâtre du printemps. Le lendemain, les lumières étaient éteintes et la scène vide. Les élèves ont trouvé sa salle de classe fermée à clé et son nom retiré de l'emploi du temps. Certains ont dit qu'elle avait pris un congé sabbatique. D'autres ont prétendu qu'elle avait fait une dépression. Personne ne savait vraiment. Mais ce qui restait, c'était son absence, un vide pesant qui jetait une ombre sur le département théâtre. Le directeur Dawson, le plus prudent de tous, était aussi le plus difficile à cerner. Mais même lui commença à vaciller. Il annula les réunions du personnel, évita les annonces du matin, délégua ses responsabilités au directeur adjoint. Sa confiance habituelle, sa voix ferme et son sourire stratégique se fissurèrent. Il marchait les épaules voûtées. Il parlait par demi-phrases. Et lorsque les élèves lui posèrent des questions, il les renvoyait vers les conseillers au lieu de leur répondre directement. Derrière des portes closes, l'administration s'agitait. Le conseil d'administration de l'école lançait des enquêtes discrètes. Les parents appelaient, inquiets de l'inquiétude grandissante. Personne ne savait comment nommer le problème. Il n'y avait aucune accusation officielle, aucune preuve publique. Juste de la tension. Le sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas sous la surface lisse du lycée Westvale. Alina observait la situation de loin. Personne ne la soupçonnait. Personne ne faisait le lien. Elle n'avait pas dit un mot, n'avait envoyé aucun message signé de son nom. Et pourtant, son silence avait plus de poids que n'importe quelle protestation. Mais le silence peut aussi devenir un fardeau. La nuit, seule dans sa chambre, elle commençait à ressentir le poids de ses choix. Elle ne pouvait oublier la peur dans les yeux de Benson lorsqu'elle le croisait dans le couloir. Elle ne pouvait oublier la façon dont l'entraîneur Miller évitait même de s'approcher des filles de son équipe. Elle ne pouvait effacer l'écho de ses propres mots griffonnés dans des notes qui n'existaient plus que dans leur tête. Elle commença à avoir du mal à dormir. Elle rêvait sans cesse du dossier, du diagnostic, des documents qui avaient brisé son enfance en quelques secondes. Dans ses rêves, les pages se transformaient en cendres entre ses mains, et tout le monde autour d'elle regardait, mais personne ne lui tendait la main. Elle ne regrettait pas ce qu'elle avait fait, mais elle commençait à se demander si elle n'était pas allée trop loin. Ces gens avaient franchi la ligne rouge. Ils avaient abusé de leur pouvoir. Ils avaient blessé des gens de manière indescriptible. Mais si elle était devenue quelqu'un d'autre, pas une lanceuse d'alerte, pas une héroïne, juste une personne qui utilisait le silence pour contrôler les autres et la peur pour les manipuler. C'est pendant ces heures tranquilles, allongée dans son lit, les yeux fixés au plafond, que le poids de ses choix commença à s'accumuler comme de la poussière sur tout ce qu'elle touchait. À l'école, elle remarqua des changements auxquels elle ne s'attendait pas. Les élèves qui étaient autrefois insouciants devinrent méfiants. Les conversations étaient filtrées, codées. La confiance s'était amenuisée. Même les enseignants qui n'étaient pas impliqués devinrent distants, ne sachant pas sur qui compter ni ce qui pourrait être utilisé contre eux. Le lycée Westvale était en train de se désagréger, et elle était l'élément déclencheur. Un après-midi,
Alina surprit deux professeurs en train de discuter dans la salle des professeurs alors qu'elle passait par là. Ils murmuraient à propos d'examens médicaux, d'enquêtes judiciaires et de quelqu'un qui avait de sérieux ennuis. Ces mots la figèrent sur place. Ils n'avaient plus seulement peur des rumeurs, ils avaient peur de quelque chose de réel. Ce soir-là, elle est rentrée chez elle et a ressorti le dossier. Elle a relu chaque ligne, chaque résultat d'analyse, chaque date. Ses mains tremblaient, non pas parce qu'elle doutait de la vérité, mais parce qu'elle voyait désormais les répercussions de sa vérité se heurter à la leur. Ses actions n'avaient pas seulement ébranlé des réputations, elles avaient déclenché une réaction en chaîne qui pourrait ne jamais s'arrêter, et pour la première fois, Alina n'était plus sûre de pouvoir contrôler où cela mènerait. Si cette histoire vous a fait réfléchir au nombre de vérités qui se cachent derrière les silences, laissez-nous un commentaire et dites-nous que feriez-vous à sa place. Votre opinion compte, et elle pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. Alina Carter s'était préparée aux retombées. Elle avait imaginé les ragots, les tensions, voire les lettres de démission, ce qu'elle n'avait pas prévu, ce qu'elle n'avait jamais imaginé. C'était que les répercussions dépasseraient les couloirs de l'école. Les chuchotements qu'elle avait entendus à l'extérieur de la salle des professeurs ne concernaient pas seulement un malaise ou des rumeurs. Ils concernaient quelque chose de beaucoup plus grave, quelque chose qui lui serrait la poitrine. « Tu as entendu parler des analyses sanguines ?» avait dit une voix. « Tout est en cours d'examen par le conseil d'administration. Les avocats sont déjà impliqués », avait répondu une autre. Des analyses sanguines. Ce mot résonna dans l'esprit d'Alina pendant des jours. Au début, elle essaya de le repousser. Ce n'était peut-être pas lié. Ce n'était peut-être pas la sienne affaire. Mais au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas le cas. Son plan visait à contrôler, à pousser ses enseignants vers des conséquences émotionnelles, professionnelles et sociales. Mais elle n'avait pas tenu compte des réalités médicales. Elle n'avait pas pensé à quel point elle s'était laissée entraîner, au fait que les limites qu'elle avait brouillées dans sa stratégie pouvaient avoir des conséquences bien plus graves qu'un simple malaise. Elle commença à remarquer des choses. Monsieur Benson fut vu sortant d'une clinique locale. La femme du coach Miller vint le chercher à l'école un après-midi en larmes. Les comptes de Madame Harrington sur les réseaux sociaux disparurent du jour au lendemain. Et le principal Dawson, l'administrateur toujours 6 mètres de lui, avait pris plusieurs absences imprévues. Les rumeurs allaient bon train, mais cette fois, elles ne concernaient pas une mauvaise conduite. Elles concernaient la santé, de la maladie et d'une possible contamination. Alina sentit son estomac se nouer. Elle n'avait pas révélé son diagnostic. Elle n'avait jamais dit un mot, mais elle avait utilisé son ombre. Elle avait laissé les insinuations faire le travail. Elle s'était appuyée sur le malaise lié au secret, tout comme le secret avait régné sur sa vie pendant si longtemps. Elle ne les avait jamais touchés, n'avait jamais rien confirmé. Mais elle avait créé des scénarios dans lesquels leur culpabilité, leur honte les entraînerait dans leur chute. À présent, ces scénarios prenaient forme, et ils ripostaient. Un matin, alors qu'elle se rendait à l'école, le téléphone d'Alina vibra, un message provenant d'un numéro masqué. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Pas de nom, pas de contexte, juste ces 4 mots. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Elle effaça le message, se dit que c'était une blague, mais les messages continuèrent d'affluer. Vagues, accusateurs. Puis l'un d'eux disait « Tu aurais dû leur dire ». Maintenant, il teste tout le monde. La panique envahit sa poitrine. Sa respiration devint haletante. Son monde, la toile qu'elle avait soigneusement tissée, s'effondrait. Non pas parce que quelqu'un savait ce qu'elle avait fait, mais parce qu'il commençait à deviner. Elle se précipita chez elle après l'école, se précipita dans sa chambre et verrouilla la porte. Elle ouvrit son cahier, feuilleta les pages remplies de notes, de croquis, de rappels. Rien ne la désignait directement. Elle avait été prudente, méthodique, mais le dossier était toujours caché sous le plancher. La vérité était toujours en elle, et maintenant, cette vérité n'était plus seulement la sienne. Ce soir-là,
Evelyne remarqua que ses mains tremblaient tandis qu'elle mettait la table. « Tu n'as pas dormi », dit-elle doucement, sans accusation mais consciente. Alina la fixa longuement. Quelque chose en elle se brisa, quelque chose d'ancien, de fragile. « As-tu déjà pensé que me le cacher rendrait les choses pires ?» murmura-t-elle. Evelyne ne répondit pas tout de suite. Elle baissa les yeux, le visage crispé. « Je pensais te protéger, » dit-elle, « des gens, de ce qu'ils diraient, de ce qu'ils feraient. » Alina avait envie de crier, mais tout ce qu'elle put faire fut d'acquiescer. Ce même silence, celui qu'elle avait appris d'Evelyne, l'emprisonnait désormais de l'intérieur. Elle retourna dans sa chambre, se recroquevilla sous la couverture et fixa le plafond. Si les enseignants étaient soumis à des tests, il ne faudrait pas longtemps avant que quelqu'un pose les bonnes questions, même sans confirmation, même sans preuve. Les gens faisaient le lien, et si l'un d'entre eux se mettait à parler, tout le plan s'écroulerait. Pire encore, il changerait. Au lieu de dénoncer les prédateurs, on la présenterait comme une menace. Elle avait marché sur une corde raide. Maintenant, celle-ci se rompait. Le lendemain, l'école était en effervescence. Un journaliste local avait été aperçu près de l'entrée. Les parents discutaient. Le district avait envoyé un email vague concernant des mises à jour de routine de la politique sanitaire. Alina était assise au fond de sa classe d'anglais, les doigts tremblants sur son clavier. Elle n'arrivait pas à se concentrer, puis son nom fut appelé par le haut-parleur. « Alina Carter, veuillez vous présenter au bureau du directeur. » Ses camarades de classe se sont retournés. Son estomac s'est noué. Elle s'est levée lentement, chaque pas lui semblant plus lourd que le précédent. En traversant le couloir, son esprit imaginait tous les scénarios possibles. Quelqu'un avait-il parlé? Avait-il des preuves? Était-ce le moment où tout allait s'écrouler? Quand elle est entrée dans le bureau, ce n'est pas le directeur Dawson qui l'a accueillie. C'était une femme en tailleur gris. « Alina, » dit-elle en se levant, « je m'appelle Claire Monroe. Je fais partie de l'équipe de conformité du district. Nous aimerions vous poser quelques questions. » Alina s'assit. Elle avait la gorge sèche. Claire sourit, calme mais ferme. « Ce n'est pas une accusation. Nous essayons simplement de comprendre une série d'événements récents. Nous passons en revue toutes les interactions entre le personnel et les élèves de ce semestre, et votre nom est revenu plusieurs fois. » Alina ne dit rien, car pour la première fois depuis le début de son plan, elle ne savait pas quoi dire. Alina Carter avait toujours tout contrôlé. Elle choisissait chaque mot, chaque regard, chaque silence, avec une précision chirurgicale. Mais maintenant, assise dans le bureau en face de Claire Monroe, le contrôle lui semblait être un lointain souvenir. La femme n'élevait pas la voix, elle ne l'accusait pas, elle se contentait de poser des questions qui allaient droit au but. « Avez-vous déjà eu des entretiens en tête-à-tête avec M. Benson en dehors des cours ?»« Oui, » répondit Alina d'une voix ferme, mais ses paumes étaient moites. « Ces entretiens vous ont-ils jamais mise mal à l'aise ?» Elle marqua une pause. « Non. Avez-vous déjà écrit quoi que ce soit? Des notes, des messages, concernant le temps que vous passez avec des membres du corps enseignant ?» Alina sentit son estomac se nouer. « Pas que je me souvienne. » C'était un mensonge. Claire pencha la tête, sans insister, se contentant d'observer. « Nous avons reçu des signalements anonymes concernant des interactions entre certains membres du personnel et des élèves. Notre travail consiste à déterminer si certains comportements ont dépassé les limites. Si vous pensez que nous devrions savoir quelque chose, c'est le moment de le dire. » Alina hésita. Pendant une fraction de seconde, elle eut envie de tout lui dire. Pas seulement les manipulations, les notes ou les ombres qu'elle utilisait, mais la vérité sur qui elle était, ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait fait. Mais elle ne pouvait pas. Pas encore. Au lieu de cela, elle acquiesça poliment et quitta la pièce 10 minutes plus tard, le cœur battant à tout rompre. Elle ne retourna pas en cours. Elle rentra directement chez elle, passa devant le parc, devant les voitures, sans entendre le bruit autour d'elle. Quand elle arriva devant sa porte, Evelyne l'attendait déjà. « On t'a appelé, » dit-elle, non pas en posant une question, mais en constatant un fait. Alina laissa tomber son sac. « Ils enquêtent sur tout. Pas seulement sur les professeurs, sur moi aussi. » Le visage d'Evelyne se crispa.
qu'est-ce que tu as dit ?» « Rien. » Elles restèrent silencieuses. Puis, lentement, Evelyne s'assit à la table de la cuisine. « Je sais ce que tu fais, » dit-elle doucement. Alina se figea. « Je ne connais pas les détails. Mais je connais les signes, la façon dont tu observes les gens, la façon dont l'école a changé. Je ne t'ai peut-être pas tout dit, mais je ne suis pas aveugle. » Pour la première fois, Alina ne ressentit pas de colère. Elle se sentait exposée, petite, comme une enfant à nouveau. « Je n'ai fait de mal à personne, » murmura-t-elle. « Je sais, je voulais juste qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti, la peur, l'incertitude, l'impuissance. » Evelyne acquiesça lentement. Mais la peur se propage, Alina. Même lorsqu'elle est justifiée, elle laisse derrière elle des traces destructrices. Cette nuit-là, Alina resta éveillée jusqu'à l'aube. Elle ouvrit son ordinateur portable et accéda aux fichiers cachés. Chaque note, chaque fichier audio, chaque donnée qu'elle avait collectée. Puis, un par un, elle les effaça. Non pas pour effacer ce qui s'était passé, mais pour récupérer la partie d'elle-même qui n'était pas une arme. Le lendemain matin, elle se rendit au bureau administratif avec une lettre à la main. Elle demanda à parler au directeur Dawson, mais apprit qu'il avait pris un congé prolongé. Elle remit donc la lettre à son assistant et lui demanda de la transmettre au bureau du district. Dans cette lettre, Alina avouait, pas un comportement criminel, elle n'avait enfreint aucune loi, mais son intention, sa stratégie, sa tromperie. Elle a expliqué en détail comment elle avait utilisé l'implication comme punition, comment elle avait manipulé des situations pour faire peur à ceux qui avaient fait se sentir en insécurité. Elle n'a cité aucun nom, seulement le sien. Elle a terminé sa lettre par une déclaration « Si je suis devenu le reflet de ce que je détestais, alors je dois aussi le voir. » La réponse ne fut pas immédiate. Pendant plusieurs jours, aucune nouvelle, mais quelque chose avait changé. Claire Monroe revint à l'école. Elle demanda à revoir Alina. Cette fois, Alina entra la tête haute. « J'ai lu ta lettre, » dit Claire en la posant sur la table. « Tu as assumé tes responsabilités. C'est important. Tu vas m'expulser » demanda Alina. « Non, » répondit Claire, « mais il y aura des conséquences. Tu suivras une thérapie, tu suivras un programme de justice réparatrice. Et le district révisera les politiques du corps enseignant afin d'éviter que ce genre de défaillance institutionnelle ne se reproduise jamais. » Alina expira. Ce n'était pas la liberté, mais c'était quelque chose qui se rapprochait de la vérité. À l'extérieur du bâtiment, un groupe d'élèves regardait les caméras de télévision arriver. L'histoire avait été révélée, mais pas comme Alina le craignait. Les médias ne l'ont pas nommé. Le district a protégé son identité en raison de son âge et de la complexité de l'affaire. Les gros titres se sont plutôt concentrés sur les défaillances de l'école, sur les frontières floues entre le corps enseignant et les élèves, et sur la façon dont le silence de toutes parts peut mener à la catastrophe. Quelques jours plus tard, Claire a abordé Alina dans le couloir. « Nous organisons un forum, » lui dit-elle, « pour que les élèves puissent s'exprimer. En toute sécurité, en toute honnêteté. Serais-tu prête à parler ?» Alina acquiesça, et pour la première fois, elle allait le faire, non pas pour punir, mais pour guérir. L'auditorium était bondé. Les élèves étaient assis en rangées silencieuses, le regard inquiet. Les enseignants se tenaient le long des murs, les bras croisés, le visage impassible. Les journalistes n'avaient pas été autorisés à entrer, mais tout le monde savait qu'ils attendaient juste à l'extérieur. La tension dans la salle était si palpable qu'on aurait dit que tout le monde retenait son souffle. À l'avant de la scène, une petite table avec un micro. Derrière, rien d'autre qu'un rideau bleu foncé et le poids de tout ce qui n'était pas dit. Alina Carter n'était jamais montée sur scène auparavant. Elle n'avait jamais joué dans une pièce de théâtre à l'école, jamais pris la parole lors d'un rassemblement, jamais cherché à être sous les projecteurs. Mais à présent, elle s'avançait vers le micro, ses chaussures frottant doucement contre le sol poli. Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles, mais son visage était calme. Elle regarda la mère Dieu qui l'entourait. Certains étaient curieux, d'autres étaient perplexes. Quelques-uns savaient exactement ce qu'ils allaient entendre. Elle s'éclaircit la gorge. « Je m'appelle
Alina Carter, commença-t-elle d'une voix basse, mais ferme. Et j'ai quelque chose à dire. Non pas parce que je le veux, mais parce que je le dois. Personne ne l'interrompit, personne ne bougea. Elle fit une pause, inspira. J'ai passé la majeure partie de ma vie dans le mensonge. Je suis né avec une maladie que les gens craignent encore aujourd'hui, une maladie que les gens jugent encore, le VIH. Je ne l'ai appris qu'il y a quelques mois. On me l'avait caché, dissimulé par des gens qui pensaient me protéger. Mais la vérité ne reste pas enfouie éternellement. Elle finit toujours par refaire surface. Et quand cela s'est produit, tout a changé. Il y eut des halètements, quelques chuchotements. Mais Alina continua. Quand je l'ai découvert, j'étais en colère, pas seulement contre les personnes qui m'avaient menti, mais contre tous ceux qui font croire que le silence est plus sûr que la vérité. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu d'autres personnes vivre ce que j'avais vécu. Des adultes abusant de leur pouvoir, des élèves trop effrayés pour parler. Je me suis sentie petite, piégée, et j'ai décidé d'agir. Elle laissa ces mots flotter dans l'air. Je n'en ai parlé à personne. Je ne suis pas allé à la police. Je n'ai pas porté plainte. J'ai observé, j'ai écouté, j'ai étudié les schémas. Et j'ai élaboré un plan pour que certaines personnes ressentent la peur qu'elles avaient fait subir à d'autres. Je ne leur ai pas fait de mal physiquement. Je ne les ai pas menacées directement. Mais j'ai utilisé ce que je savais et ce qu'elles ignoraient pour les détruire. Personne ne dit un mot. Je comprends maintenant que j'ai franchi la ligne. Je suis devenu ce que je détestais. J'ai utilisé le silence comme une arme, de la même manière qu'il avait été utilisé contre moi. Et ce faisant, j'ai contribué au mal. Sa voix s'est légèrement brisée, mais elle a gardé son sang-froid. Je ne suis pas ici pour demander pardon. Je ne m'attends pas à des applaudissements. Je suis ici pour assumer mes responsabilités. Je me suis dénoncé au district. Je suis inscrite à un programme de justice. Je suis en thérapie. Je fais le travail nécessaire. Mais je suis aussi ici parce que je crois que si nous ne parlons pas des choses difficiles, elles continuent de se produire. Un long silence s'ensuivit. Puis lentement, une fille du fond de la salle se leva. Moi aussi, j'ai eu un entretien privé avec M. Benson, dit-elle d'une voix tremblante. Des murmures parcoururent l'assemblée. Puis un autre élève se leva. Le coach Miller m'a raccompagné chez moi une fois. Il m'a dit de ne le dire à personne. Puis un autre. Et un autre. L'atmosphère de la salle commença à changer, passant de la peur à la libération. De la honte à la solidarité. Alina recula pour laisser les autres parler. Elle écouta. Des larmes lui montèrent aux yeux, non pas par culpabilité, mais pour une raison plus profonde. Le soulagement. Pas pour ce qui s'était passé, mais parce que ce n'était plus enfoui. Plus tard dans la semaine, le district annonça des réformes radicales. Formation obligatoire à l'éthique, comité de surveillance dirigé par les élèves, ligne d'assistance téléphonique pour les signalements anonymes. Des enseignants furent suspendus, des enquêtes furent ouvertes, des réunions communautaires furent organisées, le directeur Dawson démissionna officiellement. Et si certains murmuraient encore à propos de « la fille qui avait tout déclenché », la plupart prononçaient son nom avec plus de respect que de crainte. Alina n'est pas retournée en cours tout de suite. Elle s'est portée volontaire au centre communautaire pour aider les élèves victimes de traumatisme. Elle a rencontré des conseillers, s'est adressée à des groupes, a répondu à des questions, toujours avec franchise, toujours avec clarté. Lorsqu'un journal local lui a demandé une interview, elle a accepté, à une condition, pas de nom, pas de photo, juste ces mots. « Je ne suis pas l'histoire », a-t-elle déclaré aux journalistes. « Ce qui importe, c'est que les gens écoutent enfin. » Mais l'article a tout de même fait des vagues. D'autres élèves d'autres écoles ont commencé à s'exprimer. Les politiques ont changé dans tout le district. Des discussions ont commencé dans les foyers, dans les salles de classe, lors des réunions du conseil municipal. Un jour, Alina a reçu une lettre par la poste. Elle n'était pas signée. Juste un message simple. « Tu m'as donné du courage. Merci. » Elle l'a gardé dans une petite boîte sous son lit. Elle n'a jamais cessé de ressentir le poids de ce qu'elle avait fait. La façon dont elle avait manipulé les gens. La peur qu'elle avait suscitée. Mais elle n'a jamais oublié pourquoi elle l'avait fait,
ni ce que cela avait révélé. Elle n'est pas devenue une héroïne, elle n'est pas devenue une méchante, elle est devenue quelque chose de complètement différent. Une voix qui ne pouvait plus être réduite au silence. Et pour la première fois de sa vie, elle s'est sentie vue, non pas parce que quelqu'un la regardait, mais parce que quelqu'un l'écoutait, enfin. L'effet domino ne s'est pas arrêté avec la confession d'Alina. En fait, ce n'était que le début. Ce qui avait commencé comme une tempête silencieuse entre les murs du lycée Westvale était devenu un bouleversement à l'échelle du district, un tremblement de terre qui a ébranlé les fondations de tout un système. Les médias se sont abattus comme des faucons dès que le forum des élèves a été relayé sur les réseaux sociaux. Des extraits du discours d'Alina, bien qu'enregistrés de manière non officielle, se sont répandus comme une traînée de poudre. En quelques jours, les chaînes d'information ont diffusé des émissions spéciales, intitulées « L'élève qui a déclenché une révolution » et « Le silence qui a brisé le système ». Bien que son nom ait été protégé par la politique du district en raison de son âge, tout le monde à Westvale savait qui était la jeune fille qui s'était exprimée sur scène. Le conseil scolaire a réagi en organisant une conférence de presse publique. Les flashs crépitaient, tandis que la directrice Lisa Hartley se tenait à la tribune, la voix calme mais grave. « Nous avons failli à nos élèves », a-t-elle déclaré, « et nous allons y remédier. » Derrière elle, des représentants du ministère de l'Éducation, des associations de défense des enfants et des conseillers juridiques lui apportaient leur soutien. Des changements immédiats ont été annoncés. Tout le personnel serait soumis à des examens psychologiques annuels, des plateformes de signalement anonymes seraient mises en place et toutes les réunions privées entre enseignants et élèves seraient soumises à des registres de transparence et à une politique de porte ouverte. Cette annonce a suscité des réactions mitigées. Certains parents ont applaudi, d'autres ont exigé des démissions. Certains enseignants, en particulier ceux qui n'étaient pas impliqués, se sont sentis injustement mis en cause. Les réunions du personnel sont devenues tendues, lourdes de suspicions et de défensives. Le corps enseignant, autrefois soudé, s'est fracturé entre ceux qui soutenaient la réforme et ceux qui se sentaient trahis par celle-ci. Cependant, parmi les élèves, quelque chose a changé. Les murs qui séparaient les cliques ont commencé à s'effondrer. Les chuchotements se sont transformés en conversations. Encouragés par le courage d'Alina, les survivants se sont manifestés dans les bureaux d'aide psychologique, les centres communautaires et même sur les réseaux sociaux. Des histoires autrefois enfouies sous la peur ont été révélées au grand jour. Et pas seulement à Westvale High. D'autres écoles du comté ont fait état de préoccupations similaires. Un organisme d'enquête indépendant a été créé, qui a mis au jour une décennie de plaintes qui avaient été traitées en interne ou discrètement classées sans suite. Le tollé a été énorme. Des administrateurs à la retraite ont été appelés à témoigner. Plusieurs membres du personnel, dont certains étaient depuis longtemps soupçonnés d'avoir franchi la ligne éthique, ont été officiellement licenciés ou ont démissionné sous la pression. M. Benson a complètement disparu de la scène publique. Sa maison a été vandalisée. Sa famille a quitté l'État. Bien qu'il n'ait jamais été inculpé, sa réputation était ruinée. L'entraîneur Miller a accordé une interview émouvante à la télévision locale, s'excusant pour ses erreurs de jugement et démissionnant définitivement de toutes ses fonctions dans l'enseignement. Après une longue enquête interne, Mme Harrington a perdu son droit d'enseigner. Elle a publié un communiqué par l'intermédiaire de son avocat, niant tout comportement inapproprié, mais le mal était fait. Et le directeur Dawson, autrefois symbole d'ordre et de discipline, est devenu le symbole d'un échec systémique. Sa lettre de démission, divulguée à la presse, ressemblait davantage à des aveux qu'à un adieu. Il a admis avoir négligé certaines tendances et avoir donné la priorité à l'image de l'école plutôt qu'au bien-être de ses élèves. Son départ a marqué la fin d'une époque, mais au milieu de l'indignation publique, une autre réaction, plus complexe et plus humaine, s'est manifestée. Les gens ont commencé à parler d'Alina. Certains la considéraient comme une héroïne. D'autres voyaient ses actions comme dangereuses, manipulatrices, voire criminelles.
Des forums en ligne ont débattu pour savoir si elle était allée trop loin, si ses méthodes avaient nui à son message. Quelques-uns sont allés plus loin, répandant des théories du complot à son sujet, sur son diagnostic, sur ce qui s'était réellement passé derrière des portes closes. Le district scolaire n'a jamais confirmé son identité. Ses camarades de classe, pour la plupart, l'ont protégé, mais le poids d'être au centre d'un changement culturel était lourd à porter. À la maison, Evelyn faisait de son mieux pour la protéger. Elle éteignait la télévision, avait annulé l'abonnement au journal et avait même supprimé son propre compte Facebook. Mais Alina savait. Elle sentait les regards lorsqu'elle allait à l'épicerie. Elle entendait le changement de ton lorsque les gens prononçaient son nom. Elle ne regrettait pas d'avoir parlé, mais elle ressentait le prix de la vérité dans chaque fibre de son être. Un après-midi, Claire Monroe, la responsable du district qui l'avait interrogée la première, est revenue pour une visite de suivi. Elle a demandé à Alina de prendre la parole lors d'un séminaire privé destiné aux responsables de l'éducation de tout l'État. Alina a d'abord hésité. Elle ne souhaitait pas devenir porte-parole, mais quelque chose en elle lui a dit oui. Lors de l'événement qui s'est tenu dans un centre de conférence tranquille à l'extérieur de la ville, Alina s'est tenue devant une salle remplie d'adultes, directeurs d'école, inspecteurs, conseillers, législateurs. Elle leur a raconté son histoire. Chaque mot, le silence était total. Quand elle a terminé, personne n'a applaudi. Non par manque de respect, mais parce que le poids de ce qu'elle venait de partager était encore en train de s'imprégner dans leur cœur. Une surintendante d'un autre district s'est approchée d'elle après coup. « Vous allez changer la façon dont nous formons les gens », lui a-t-elle dit, les yeux brillants. Mais le changement ne signifiait pas la fin. Certaines choses étaient perdues à jamais. L'innocence de la confiance, le sentiment de sécurité, la croyance que le silence protège. Mais à leur place, quelque chose d'autre avait commencé à prendre racine. La prise de conscience, l'action et le processus inconfortable mais nécessaire de la responsabilité institutionnelle. Le lycée Westvale a rouvert ses portes avec une nouvelle équipe de direction. Un conseil consultatif des élèves a été créé, composé de représentants élus de chaque niveau scolaire. Chaque salle de classe a reçu une affiche détaillant les droits des élèves, les procédures de signalement et l'accès à une aide anonyme. Alina n'est pas revenue ce semestre-là. Elle a suivi ses cours en ligne. Elle a passé ses après-midi à faire du bénévolat. Elle a retrouvé la paix dans la peinture, mais un jour, quelques mois plus tard, elle s'est arrêtée en face de l'école et s'est contentée d'observer. Les élèves entraient par petits groupes. Certains riaient, d'autres consultaient leur téléphone. Et pour la première fois, le bâtiment ne semblait plus hanté. Il semblait différent, meilleur, pas parfait, mais meilleur. Elle se détourna, rabattit sa capuche et rentra chez elle. Un sourire discret se dessinait sur ses lèvres, car parfois, les révolutions les plus puissantes ne commencent pas par un cri, mais par une fille qui refuse de se taire. Ce qui s'est passé au lycée Westvale n'était pas seulement un scandale, c'était un miroir. Et lorsque la poussière est retombée, la communauté n'a eu d'autre choix que de se regarder dans ce miroir et de voir ce qui avait été ignoré pendant trop longtemps. La vérité était dérangeante. Pas seulement à cause de ce que quelques enseignants avaient fait derrière des portes closes, mais parce que beaucoup de gens avaient laissé faire. Les signes étaient là. Des murmures dans les couloirs, des absences inexpliquées, des transferts soudains d'élèves. Mais les gens avaient préféré le confort à la confrontation. Le silence n'était pas seulement une protection pour les coupables, c'était un mécanisme de défense pour tout le système. Les actions d'Alina n'étaient pas parfaites. Ses choix ont brouillé les frontières morales et ont obligé les gens à se demander où s'arrête la justice et où commence la vengeance. Elle a manipulé les perceptions, utilisé la peur de manière stratégique et, ce faisant, a ouvert la voie à une avalanche de conséquences, certaines nécessaires, d'autres involontaires. Mais que l'on soit d'accord ou non avec ces méthodes, personne ne pouvait nier le résultat. Une conversation qui aurait dû avoir lieu il y a des années était enfin impossible à ignorer. L'histoire a moins porté sur une jeune fille que sur la culture qui l'a élevée dans le secret et a permis à des prédateurs de prospérer au grand jour.
Elle a mis en évidence la manière dont les institutions privilégient souvent la structure à la vérité, l'image à l'intégrité. Pour chaque élève qui s'est exprimé après Alina, pour chaque enseignant qui a réévalué ses limites, pour chaque parent qui a enfin posé les questions difficiles, il y a eu un changement. Pas seulement dans les politiques, mais dans les mentalités. Les écoles sont censées être des lieux de sécurité, de croissance et de confiance. Mais la confiance nécessite de la transparence. La sécurité nécessite de la vigilance. Et la croissance nécessite une honnêteté qui dérange. Les retombées de Westvale n'ont pas consisté à démanteler le système. Elles ont consisté à démystifier l'illusion selon laquelle il avait toujours été parfait. Ce qu'Alina a révélé, peut-être plus que tout, c'est le prix du silence. Toute sa vie a été façonnée par des vérités cachées. Et en tentant de se réapproprier son histoire, elle a forcé les autres à affronter la leur. Était-elle une héroïne ? Certains ont répondu oui, d'autres non. Mais les héros sont rarement sans faille. Parfois, ils sont imparfaits, humains. Ce qui compte, c'est ce que nous choisissons d'apprendre d'eux. Et au final, la plus grande leçon n'était pas seulement une question d'éthique, de VIH ou de rapport de force. Il s'agissait de courage. Le genre de courage qui ne s'exprime pas toujours à grands cris, mais qui parfois se contente de s'asseoir tranquillement en face d'une salle remplie de sceptiques et de dire « Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, qu'allez-vous faire ?» Car le vrai changement ne commence pas par la perfection. Il commence par la vérité. Les mois ont passé. Les gros titres ont disparu. Les journalistes sont passés à autre chose. Mais pour ceux qui ont vécu la tempête à Westvale High, les échos sont restés. Alina Carter n'est pas retournée à l'école, pas dans le sens traditionnel du terme. Elle a terminé sa dernière année grâce à un programme d'études indépendant, coordonné par le district, et a obtenu son diplôme discrètement, avec sa classe. Pas de toc, pas de toge, pas de photo. Juste un certificat envoyé par la poste et une lettre du directeur lui remerciant pour son rôle involontaire mais important dans la réforme de la politique du district. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention. Elle n'accordait pas d'interview. Mais elle n'a pas disparu pour autant. Alina a rejoint un groupe de défense des jeunes axé sur la guérison des traumatismes et la responsabilité institutionnelle. Elle s'est rendue dans des écoles voisines, non pas pour parler directement de son histoire, mais pour parler des systèmes, comment ils se brisent, comment ils cachent et comment ils peuvent guérir. Chaque discours se terminait de la même manière. Poser les questions que personne d'autre ne veut poser, surtout quand c'est inconfortable. Evelyn, qui gardait autrefois des secrets, a également changé. Elle a participé à des groupes de soutien pour les tuteurs d'enfants atteints de maladies chroniques. Elle s'est portée volontaire dans une clinique locale pour aider les familles à briser le silence qu'elle avait autrefois maintenu. Sa relation avec Alina est devenue plus honnête, même si elle n'est pas sans tension. La confiance perdue prend du temps à se reconstruire. Quant à l'école, Westvale High est devenu le site pilote d'une refonte de la sécurité à l'échelle du district. Elle a attiré l'attention nationale, non pas pour son passé, mais pour la profondeur de sa réponse. Un nouveau directeur a été embauché, avec une expérience dans l'éducation réparatrice. Les enseignants ont suivi une formation approfondie. Une charte des droits des élèves a été affichée dans chaque salle de classe, et chaque membre du personnel a dû signer un code d'éthique au début de chaque trimestre. Les anciens enseignants impliqués dans le scandale se sont dispersés dans différentes directions. M. Benson a déménagé et a tenté de trouver un emploi en dehors du secteur de l'éducation. Mais il est resté sous le feu des projecteurs. L'entraîneur Miller a présenté de nouvelles excuses publiques, cette fois dans une lettre publiée par une organisation à but non lucratif spécialisée dans les pratiques éthiques dans le domaine du coaching. Il n'a plus jamais travaillé dans l'éducation depuis. Madame Harrington a intenté un procès contre le district pour licenciement abusif, mais l'affaire a été réglée à l'amiable. Son nom n'est toutefois jamais réapparu sur une liste d'élèves. Le directeur Dawson a pris sa retraite de la vie publique. Pas d'interview, pas de déclaration, juste le silence.
Certaines blessures ne guérissent jamais comme nous le souhaiterions. Certaines restent à jamais douloureuses. Mais ce qui importait, c'était que le silence qui avait autrefois permis le mal avait été remplacé par la vigilance. La ville de West Vale n'a pas oublié. Elle a appris. Et Alina, elle a continué à avancer, non sans cicatrices, mais sans se laisser abattre. Elle a commencé l'université sous un autre nom, non pas pour se cacher, mais pour respirer. Sa voix, autrefois silencieuse et étouffée, a transformé tout un système. Et quelque part, dans un tiroir de son nouvel appartement, elle a conservé cette lettre, celle qui n'était pas signée, avec ces 5 mots simples. « Vous m'avez donné du courage. Merci. » Qu'auriez-vous fait à la place d'Alina ? Seriez-vous resté silencieux par peur du jugement, des représailles, d'être étiqueté ? Ou auriez-vous pris la parole, conscient du prix à payer, du poids de vos paroles et des conséquences qui pourraient vous suivre pendant des années ? Car la vérité, c'est que le silence n'est pas neutre, il n'est pas passif. Il protège les mauvaises personnes lorsqu'il est utilisé par les mauvais systèmes. Et parfois, il suffit d'une seule voix pour briser ce cycle. Peut-être que cette histoire vous a mis mal à l'aise. Peut-être vous a-t-elle fait penser à votre propre école, à votre lieu de travail, ou même à votre passé. Si c'est le cas, c'est exactement le but recherché. Ces histoires ne sont pas seulement un divertissement, elles sont des avertissements, elles sont des réflexions. Elles nous rappellent que les personnes qui semblent les plus discrètes sont souvent celles qui portent les vérités les plus lourdes. Nous vous posons donc la question. Qu'en pensez-vous? La justice a-t-elle été rendue? Alina est-elle allée trop loin? Ou a-t-elle fait ce que personne d'autre n'avait le courage de faire? Laissez vos commentaires ci-dessous. Nous les lisons tous. Partagez votre théorie. Dites-nous quelle partie de cette histoire vous a le plus touché ou dites simplement « je la comprends ». Et si vous pensez que davantage de personnes devraient entendre des histoires comme celle-ci, réelles, brutes et inoubliables, abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, car chaque semaine, nous vous racontons des histoires que d'autres ont trop peur de raconter. Des histoires qui restent gravées dans votre mémoire longtemps après que l'écran soit devenu noir. Ce ne sont pas seulement des faits divers, c'est la vérité. Et vous en faites désormais partie.